Ainsi, voici située une autre topologie, une topologie qui est celle qu'institue le rapport au réel. Le rapport au réel, nous allons maintenant pouvoir le définir, l'articuler, et nous apercevoir de ce que signifie en fait ce qu'on appelle le principe de réalité. Et comment c'est à ce principe qu'est liée toute la fonction qui vient, dans Freud, s'articuler dans ce terme de surmoi, Über-Ich. Ce qui, avouez-le, serait un bien piètre jeu de mots si ce n'était qu'une façon substitutive d'appeler ce qu'on a toujours appelé la conscience morale, ou quelque chose d'analogue. Si Freud nous apporte une articulation vraiment nouvelle, s'il nous montre la racine, le fonctionnement psychologique de ce qui, dans la constitution humaine, pèse, et pèse, mon Dieu, combien lourd, dessus toutes ces formes dont il n'y a pas lieu de méconnaître aucune, jusqu'à celle, la plus simple, de ce qu'on appelle les commandements, et même, dirais-je, les 10 commandements. Et je dirais que je ne reculerai pas, car j'ai là-dessus amorcé quelque chose, à mettre en question une chose sur ce plan. Ces 10 commandements dont nous pouvions penser que, jusqu'à un certain degré, nous en avions fait le tour, il est bien clair que nous les voyons fonctionner, sinon en nous, en tout cas dans les choses, d'une façon singulièrement vivace, et qu'il conviendrait peut-être de revoir ce que Freud ici articule. Je l'énoncerai en ces termes, dont il semble que tous les commentaires à l'avance ne soient promus que pour nous les faire oublier. Freud, ne l'oublions pas, apporte au fondement de la morale la découverte, diront les uns, l'affirmation, diront les autres, l'affirmation de la découverte, je le crois, que la loi fondamentale, la loi primordiale, celle où commence ce qui est la culture en tant que la culture s'oppose à la nature. Car on peut dire que les deux choses sont fondamentalement, parfaitement, dans Freud, individualisées en un sens moderne. Je veux dire au sens où Lévi-Strauss, de nos jours, peut l'articuler. Que la loi fondamentale, c'est la loi de l'interdiction de l'inceste. Tout le développement, je l'indique tout de suite, de la psychanalyse, va à le confirmer de façon de plus en plus lourde, tout en le soulignant de moins en moins. Je veux dire que tout ce qui se développe au niveau de l'interpsychologie enfant-mère et que l'on exprime si mal dans les catégories dites de la frustration, de la gratification et de la dépendance, de tout ce que vous voudrez, n'est qu'un immense développement du caractère essentiel, fondamental, de la chose maternelle, de la mère, en tant qu'elle occupe la place de cette chose, de das Ding. Tout le monde sait que le corrélatif en est ce désir de l'inceste, qui est la grande trouvaille de Freud. La nouveauté, dont on a beau nous dire qu'épisodiquement quelque part on le voit dans Platon, ou que Diderot l'a dit dans Le Neveu de Rameau, ou dans le supplément au voyage de Bougainville, ceci m'est indifférent. Il est important qu'il y ait un homme qui, à un moment donné de l'histoire, se soit levé pour dire « c'est là le désir essentiel ». En d'autres termes, c'est ceci qu'il s'agit de tenir fermement dans notre main, que Freud désigne à la fois dans l'interdiction de l'inceste, le principe de la loi fondamentale, de la loi primordiale.
autour de laquelle tous les autres développements culturels se développent. Ils ne sont que les conséquents et les rameaux, et en même temps l'identifient au désir le plus fondamental. Ceci est toujours, par quelque côté, éludé, même quand Claude Lévi-Strauss, confirmant en quelque sorte dans son étude magistrale des structures élémentaires de la parenté, le caractère primordial de la loi comme telle, à savoir l'introduction du signifiant et de sa combinatoire dans la nature humaine par l'intermédiaire des lois préférentielles du mariage réglé par une organisation des échanges qu'il qualifie comme structure élémentaire, pour autant que des indications positives préférentielles sont données au choix du conjoint, c'est-à-dire qu'un ordre est introduit dans l'alliance, produisant une dimension nouvelle à côté de celui de l'hérédité, en somme, même quand Claude Lévi-Strauss fait cela, il tourne longuement autour de la question de l'inceste pour nous expliquer ce qui rend en quelque sorte nécessaire qu'il soit interdit. Il ne va tout de même pas plus loin qu'à nous indiquer pourquoi le père n'épouse pas sa fille, c'est-à-dire qu'il faut que les filles soient échangées, pour ainsi dire. Mais pourquoi le fils ne couche pas avec sa mère? C'est tout de même là qu'il reste quelque chose de voilé. Bien entendu, il fait justice de tous les soi-disant justifications par les effets biologiques, soi-disant redoutables, de tous ces croisements trop proches. Il démontre qu'à bref délai, toutes les conséquences sont rejetées. Je veux dire que, loin qu'il se produisent ces effets de résurgence du récessif, dont on peut craindre qu'il introduise des éléments de dégénérescence, des éléments redoutables, tout prouve au contraire qu'une telle endogamie est ce qui est couramment employé dans toutes les branches de la domestication pour améliorer une race, qu'il s'agisse d'une race végétale ou animale. C'est bien dans l'ordre de la culture que joue la loi, et que la loi a pour conséquence, sans aucun doute bien entendu, toujours d'exclure cet inceste fondamental, l'inceste fils-mère, qui est le point central sur lequel Freud met l'accent. Il n'en reste pas moins vrai que tout, si l'on peut dire, est justifié autour, mais que ce point central demeure, et on le voit très bien à lire de près le texte de Lévi-Strauss, le point le plus énigmatique, le plus irréductible, que là se trouve quelque chose qui est entre nature et culture, et quelque chose qui, ni d'un point de vue ni de l'autre, ne trouve pleinement sa justification. C'est là aussi que je veux vous arrêter, vous montrant qu'en quelque sorte, ce que nous trouvons dans la loi de l'inceste, c'est quelque chose qui se situe fondamentalement, et comme tel, au niveau du rapport inconscient avec das Ding, la chose. C'est pour autant que le désir pour la mère, disons, ne saurait être satisfait parce qu'il est la fin, le terme, l'abolition de tout le monde de la demande qui est justement celui qui structure le plus profondément, et comme tel, l'inconscient de l'homme. C'est justement dans la mesure même où la fonction du principe du plaisir est de faire que l'homme cherche toujours ce qu'il doit retrouver, mais qu'il ne saurait atteindre. C'est là que gît l'essentiel, ce ressort, ce rapport qui s'appelle la loi de l'interdiction de l'inceste. Et après tout, ceci ne mérite même d'être retenu, à ce degré d'inspection métaphysique, que si nous pouvons le confirmer, par le rapport avec ce qui de la loi morale, si nous sommes dans le vrai, et ce qui vient à s'articuler au niveau du discours effectif. Du discours qui peut venir pour l'homme au niveau de son savoir. Du discours, je dirais,
préconscient ou conscient, c'est-à-dire de la loi effective, c'est-à-dire de ces fameux 10 commandements dont je parlais tout à l'heure. Ces commandements sont-ils 10? Ma foi, peut-être bien. J'ai essayé d'en refaire le compte en allant aux sources. J'ai été prendre ici mon exemplaire, celui de Sylvestre de Sacy. C'est ce que nous avons en France de plus proche de ce qui a exercé une influence si décisive dans la pensée, dans l'histoire d'autres peuples. La Bible, qui est à l'inauguration de la culture slave avec saint Cyril, et la version autorisée des Anglais, dont on peut dire que, si on ne la connaît pas par cœur, on est totalement exclu. Nous n'avons pas cela. Mais quand même, je vous conseille néanmoins de vous reporter à cette version du XVIIe siècle, malgré ses impropriétés, ses inexactitudes, qui ont ce point d'avoir été la version que les gens lisaient, et pour qui cela faisait problème, et pour qui des générations de pasteurs ont écrit et bataillé sur l'interprétation de telle ou telle interdiction, présente ou passée, inscrite dans les textes. J'ai donc été prendre le texte de ce décalogue que Dieu, au 3e jour du 3e mois après leur sortie d'Égypte, dans la nuée sombre du Sinaï, avec éclair et interdiction au peuple d'approcher, articule devant Moïse. Et je dois dire que sur ce point, à l'occasion, un jour, j'aimerais bien, tout de même, laisser la parole à quelqu'un ici de plus qualifié que moi pour traiter, à savoir pour analyser, la série des avatars que l'articulation précise, signifiante, de ces 10 commandements a subi à travers les âges, à savoir pour les reprendre depuis les textes hébreux jusqu'à celui où il se présente dans le petit ronron des versiculés hémistichés du catéchisme. Ce serait là quelque chose d'intéressant. Ce que je voudrais dire, c'est que ces 10 commandements, tout négatifs qu'ils soient, qu'ils apparaissent, et on nous fait toujours la remarque qu'il n'y a pas que le côté négatif de la morale, mais aussi le côté positif, je ne m'arrêterai pas tellement à leur caractère interdictif. Je dirais qu'il y a quelque chose que j'ai indiqué, c'est que ces 10 commandements ne sont peut-être que les commandements de la parole. Je veux dire les commandements qui explicitent ce sans quoi il n'y a pas de parole. Je n'ai pas dit de discours. Possible. Je n'ai donné là qu'une indication, et c'est que je ne pouvais pas à ce moment-là aller plus loin.